En direct sur Public Sénat, le premier parti d'opposition de France est-il en train d'imploser? Le coup de théâtre des partisans de François Fillon provoque un séisme à droite. 1300 voix de département d'outre-mer n'auraient pas été comptabilisées. François Fillon affirme ce soir qu'il ira jusqu'au bout et n'exclut pas de saisir la justice. Alain Juppé est attendu par certains en casque bleu dans cette guerre ouverte. Jean-François Copé appelle à la raison mais menace en même temps de mettre à jour des irrégularités qui auraient entaché le scrutin. Bref, c'est du jamais vu alors que certains moquaient une UMP avec deux papas. Il semblerait ce soir que l'UMP soit orpheline d'un vrai leader. Édition spéciale du 22h avec de nombreuses réactions politiques à droite, l'analyse de nos éditorialistes et réactions à gauche aussi avec sur notre plateau la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem dans un instant. Merci d'être en notre compagnie ce soir. En politique, tout peut arriver. Même l'inimaginable. Jacques Chirac aurait probablement décrit cette situation d'abracadabrantesque. Et c'est un coup de tonnerre qui a retenti cet après-midi dans le ciel déjà très assombri de la droite. La journée avait pourtant bien commencé avec un bureau politique plutôt apaisé où il était question de rassemblement et d'unité. Et puis patatras, dans l'après-midi, tout a été chamboulé avec la conférence de presse des partisans de François Fillon qui contestent les résultats validés par la COCOE. Retour sur cette folle journée avec Jérôme Rabier. Il est 14h45 quand le coup de théâtre intervient à l'Assemblée nationale. Les proches de François Fillon l'affirment, les bulletins de vote de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été pris en compte. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave. L'oubli pur et simple de ces trois fédérations et de 1304 militants. Elle doit évidemment être réparée. Nous demandons donc à la COCOE que les résultats soient simplement rétablis. Je vous remercie. Si ces bulletins sont comptabilisés, François Fillon devancerait Jean-François Copé de 26 voix pour l'élection à la présidence du parti. La réplique n'a pas tardé. Je veux quand même rappeler une nouvelle fois qu'il y a eu des résultats d'une élection qui ont été proclamés par la commission des opérations électorales. Et voilà que tout d'un coup sort de nulle part de nouvelles allégations. Je pense vraiment que l'heure est plutôt être raisonnable plutôt que de recommencer à chicaner encore une nouvelle fois sans aucun élément valable. L'effervescence est immédiate dans les couloirs de l'Assemblée et certains parlementaires sont dépités par ce énième rebondissement. Aujourd'hui, la question principale qui nous est posée, c'est pas de savoir qui a gagné, c'est de savoir si l'UEP peut vivre encore ou pas. La position de Jean-François Copé ou celle de François Fillon, je vous le dis entre nous, je m'en moque aujourd'hui. Immédiatement, les parlementaires proches de François Fillon se sont rassemblés autour de leur leader dans le 7e arrondissement de Paris. Des menaces de scission ont même été évoquées, mais finalement, ils demandent la mise en place d'une présidence transitoire. Il faut une direction collégiale et je pense qu'il y a un sage qui est Alain Juppé, qui est le président fondateur de l'UMP, qui prend, à notre avis, à titre transitoire cette présidence de l'UMP avec une collégialité et qui jugera de ce qu'il faudra faire pour sortir de cette impasse. Un proche de François Fillon affirme qu'Alain Juppé aurait accepté, mais dans le clan Copé, on refuse catégoriquement cette éventualité. À l'heure qu'il est, l'UMP est plus que jamais divisée. Recoller les morceaux ne semble pourtant pas d'actualité. Et Jean-François Copé s'est exprimé plusieurs fois aujourd'hui pour dire à chaque fois la même chose. Il appelle tout le monde à la raison. On l'écoute. Les résultats ont été proclamés. Ils l'ont été lundi soir et personne n'a émis la moindre réclamation ou observation. Hier, mardi, François Fillon a lui-même pris acte de ces résultats, indiqué qu'il ne ferait pas de recours et je l'ai pour ma part immédiatement appelé afin que l'on évoque ensemble les conditions d'un travail en équipe. J'appelle François Fillon et ceux qui le conseillent, surtout ceux qui le conseillent, à retrouver le sens des responsabilités et de l'intérêt général. La France a besoin d'une UMP solide et rassemblée. C'est ce projet-là que je propose aux uns et aux autres, avec la hauteur de vue qui s'impose et dont vous n'avez compris que cela n'a plus rien à voir avec ce à quoi nous assistons depuis le début de cet après-midi. Il est temps maintenant de retrouver les voies de l'apaisement, je le dis aux uns comme aux autres. Je vous remercie. Les partisans de Jean-François Copé le qualifient de mauvais, très mauvais perdant. Lui ne lâchera rien. Il a déjà prévenu, François Fillon ne veut pas, dit-il, que la victoire soit volée aux militants. Il était l'invité du 20h de TF1 ce soir. On l'écoute.
Je ne revendique pas la présidence de l'UMP. Je renonce à la présidence de l'UMP. Ah, parce que pourquoi tout cela ? Parce que je pense que mon parti est aujourd'hui dans une situation qui est tellement difficile. J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. Oui, il y a une fracture politique et une fracture morale. L'UMP ne peut pas être gouverné par un président qui a 26 voix d'avance ou par un président qui a 98 voix d'avance. Donc vous n'êtes plus candidat à la présidence de l'UMP ? Donc ce que je demande, c'est qu'Alain Juppé, parce que c'est une personnalité incontestable, constitue une équipe qui regroupera l'ensemble des responsables de notre famille politique et nous propose une sortie de crise. Que d'une façon collégiale, sous l'autorité d'un homme incontestable, on puisse régler cette question parce que l'UMP ne peut pas vivre sur un mensonge. Il faut que chacun comprenne bien, et je le dis aux Français qui nous regardent ce soir, j'irai jusqu'au bout. Si personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas en place une équipe provisoire pour diriger l'UMP, alors oui, je déposerai un recours devant la justice. Et nous allons retrouver au siège de l'UMP, Michael Samès. François Fillon ne recule pas, il vient de le dire, loin de là, il ira jusqu'au bout. C'est une escalade sans fin, semble-t-il, Michael. Oui, c'est bien une nouvelle étape qui a été franchie ce soir à l'heure où les coups pleuvent entre les deux camps. Et pourtant, l'urgence, c'est bien de sortir de la crise qui secoue l'UMP. Les équipes de François Fillon en appellent à Alain Juppé pour une solution intérimaire, pour qu'il préside et qu'il remette tout à plat. Pour cela, il est prêt même à renoncer en partie, temporairement, à la présidence du parti pour sauver l'unité du parti. De son côté, Jean-François Copé refuse l'arbitrage du maire de Bordeaux au nom des statuts du parti. Et pour cela, ce soir, on peut dire que rien ne bouge, les deux positions sont figées et pourtant, on est prêt à aller jusqu'au bout. François Fillon se dit même prêt à aller devant la justice pour régler définitivement le problème aujourd'hui qui secoue l'UMP. Pour ce soir, en tout cas, pour les militants, le goût est amer. Et première invitée de cette édition spéciale, c'est un soutien de Jean-François Copé, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, député Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Si vous deviez décrire en un mot ce soir l'état de votre parti, lequel vous vient spontanément à l'esprit? Lamentable. François Fillon a dit et redit ce soir, vous l'avez écouté, qu'il ne lâchera rien. Il est prêt à aller le plus loin possible. Et le plus loin, c'est la justice. C'est une chronique judiciaire qui peut s'ouvrir maintenant? Ça serait une première et sans doute un grand service rendu à notre famille politique. Vous imaginez un juge, un tribunal, arbitre de la démocratie interne d'un grand parti républicain. Ça ne s'est jamais vu. Non. La présidence intérimaire d'Alain Juppé, vous ne l'envisagez pas une seconde. Pourquoi? Est-ce que, à l'heure actuelle, là où vous en êtes, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution d'apaisement momentané? Pardonnez-moi, d'abord, il y a des statuts. Moi, on me les a opposés depuis le début. Je me souviens quand j'ai voulu être candidat, cette histoire absurde de parrainage. Il y avait des irrégularités parce que c'était une procédure tellement compliquée qu'il y avait des irrégularités partout. J'aurais très bien pu d'ailleurs aussi aller devant la justice et faire annuler les élections. Je ne l'ai pas fait parce que c'était un mauvais service rendu. L'enjeu n'est peut-être pas le même. Mais si, parce que c'était le début de ce processus, excusez-moi. Personne ne sait ce qu'aurait donné des élections s'il y avait eu 3, 4 ou 5 candidats. Avec deux tours, 5 candidats au premier tour et 2 candidats au second tour. Alors, j'étais pas le même si. Essayez d'expliquer ça au moment des élections présidentielles, que le problème des parrainages et le problème du premier tour ne sont pas absolument décisifs. Maintenant, c'est fait. On est là, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des règles. Même quand elles ne nous plaisent pas, moi, elles ne me plaisaient pas. On les accepte. Et puis après, quand les choses se sont passées, on peut remettre à plat les règles. Mais il y a des règles. Voilà, il y a des règles, il faut les respecter. Donc, dans ces règles, dans ces statuts, il n'est pas prévu de confier une présidence intérimaire à Alain Juppé ou à n'importe quel autre. Situation exceptionnelle. Mais c'est illégal, madame. C'est juste illégal. C'est pas prévu par le droit. Donc, n'importe qui pourra aller devant un tribunal et dire voilà, c'est pas prévu. Ce président intérimaire n'aura aucun droit. Aucun droit. Aucune capacité juridique. Ça n'est pas prévu. Donc, il faudrait réformer d'abord les statuts. Et ensuite, nommer un président intérimaire. C'est extrêmement compliqué ce que je reproche. Ce que j'ai le plus à reprocher à ceux qui ont aujourd'hui relancé cette polémique, c'est qu'ils l'ont fait sans avoir à l'idée une possibilité de sortie qui soit conforme au droit
aux règles, au statut. Voilà. Donc comment fait-on? Les griefs, les reproches que vous pouvez faire à l'autre camp. Est-ce que s'il y a vraiment eu quand cette on n'a pas de découverte, solution, vous savez, poser un problème qui n'a pas de solution. Oui, mais bon, s'il y a eu cette découverte du non-comptage de ces territoires importants, évidemment, d'une partie de la France d'outre-mer, est-ce que vous comprenez que François Fillon ait eu cette phrase ce soir, ce qui est en cause, c'est l'honneur du parti, il faut que la lumière soit faite? Non mais l'honneur, je ne comprends pas. Tout le monde était là. Dans cette commission, il y avait des représentants de tout le monde. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé, voilà, tout le monde s'est trompé. Vous savez, la démocratie, quand les écarts sont aussi étroits, elle est pleine d'incertitudes. Vous savez, même un président des États-Unis, parfois, ça se fait dire à quelques voix près. Même un premier secrétaire du Parti socialiste, ouais, c'est toujours très compliqué quand les écarts sont très réduits, voilà, parce qu'il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de votants. La différence, c'est qu'on entend des mots qui sont assez forts, on entend des mots de scission. Le mot est sur les lèvres de certains parlementaires pro-Fillon. Non mais ça, alors ça, je vous arrête tout de suite. Moi, je termine ma question. Non, mais c'est très... je veux même pas entendre parler de ça. S'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent, parce que moi, j'ai eu des différends avec Vous ne le souhaitez pas, au fond? Non, mais... Vous le dites sur un mouvement Non, je suis très sérieux. Moi, j'ai eu des différends. Vous ne pouvez pas souhaiter ça pour votre parti? J'ai eu des différends avec ma famille politique. Il y a eu j'ai participé à des débats extrêmement violents. Vous savez, Séguin, Juppé, Balladur, Chirac, etc. Jamais ne me serait venu à l'idée de dire, si la majorité n'est pas d'accord avec moi, ou même une partie de mon mouvement n'est pas d'accord avec moi, je m'en vais, je claque la porte. Bon, je ne peux pas entendre ça. Et donc, si certains mettre cet argument sur la table, si les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils s'en vont, qu'ils s'en aillent. Alors, si les politiques le veulent, qu'ils s'en aillent, personne n'est prisonnier. Mais est-ce que la porte risque d'être ouverte aussi, malheureusement, pour les adhérents, pour vos militants? On a souvent parlé de ce spectacle. On imagine aussi, c'est intéressant qu'ils ont fait des heures de file d'attente, etc. Vous pensez à ce soir, mais est-ce que il y a un risque que certains se disent, eh bien, moi aussi je pars? Mais je pense que beaucoup vont être dégoûtés, oui. Je pense que les responsables de notre famille politique ont aujourd'hui une responsabilité plus lourde que d'habitude. Avoir ouvert cette polémique de cette manière-là, sans avoir d'issue sérieuse à proposer, est dramatique. Et oui, moi je pense aux militants, je pense aux sympathisants, je pense à tous ces gens qui ont fait des campagnes, qui se sont donné beaucoup de mal pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne des législatives, qui ont travaillé aussi dans la campagne pour essayer qu'il y ait un peu de démocratie dans notre parti au cours des dernières semaines. Je pense aux électeurs, puis peut-être penser aux Français aussi. C'est-à-dire ils ont peut-être d'autres problèmes que cela. Vous croyez que ça va réduire la fracture entre les hommes politiques et les citoyens? Non. Donc tout le monde devrait y penser aujourd'hui pour chercher à apaiser cette polémique inutile, qu'on se retrouve les enjeux au fond. Plus qu'une polémique ce soir. Oui, non, mais mais au départ, c'était quand même une polémique. C'est-à-dire que François Fillon serait venu hier devant le groupe dont il fait partie, le groupe parlementaire. Il aurait été ce matin au bureau politique, tout le monde l'aurait applaudi. Et puis voilà. Et puis il y aurait eu une direction qui aurait évidemment dû tenir compte du fait que les écarts de voix étaient faibles et tout le monde aurait travaillé ensemble. De toute façon, c'est ça, ou bien nous allons vers une situation assez dramatique que nos électeurs et nos militants ne supporteront pas. Vous l'avez toujours dit, un fort attachement aux valeurs de la République, au gaullisme, qui met en avant le gaullisme, l'intérêt général. Est-ce que tout cela est foulé aux pieds ce soir, quelque part par les deux camps? Écoutez, en tout cas... L'intérêt général, il est où ce soir? L'intérêt général, il est que cette polémique cesse. Voilà. L'intérêt général, il est qu'on ne met pas sur la table ce qui nuit à l'intérêt général. Oui, il y a des imperfections dans ce système. Tournons cette page et puis remettons effectivement à plat les statuts, les règles, et puis nous aurons un parti plus apaisé. Mais arrêtons d'attiser les tensions, puisque ceux qui les attisent n'ont pas de solution à proposer. Il y a la justice quand même. Ben voilà, il reste la justice. C'est la solution. Mais c'est pas une solution, la justice. C'est un abaissement de la politique. Mais voilà, mais très bien, qu'ils saisissent la justice. Mais franchement, si c'était pour en arriver là, bravo. On va continuer notre entretien, Henri Guénaud. Je vous propose d'écouter au téléphone. Il est avec nous, le sénateur Philippe Dallier. C'est un soutien de François Fillon. Bonsoir, Philippe Dallier. Bonsoir. Alors, vous l'avez entendu sur ce plateau. Bonsoir. Sur ce plateau, chez les partisans de Jean-François Copé. Déjà, prenons les choses par ordre. Les partisans, c'est moi. C'est vous, mais si je termine ma question, vous allez comprendre. L'hypothèse d'Alain Juppé n'est pas du tout envisagée par vous et d'autres, parce qu'il y a d'autres à part vous. Est-ce que c'est donc la justice qui tranchera? François Fillon ne l'exclut pas. Vous avez entendu Henri Guénaud qui dit que c'est la dernière et évidemment c'est la pire des solutions. Écoutez, moi j'ai envie de dire, reprenons les choses dans l'ordre.
il y a manifestement un problème avec les résultats qui ont été proclamés. Voilà la première question qui nous est posée. Le doyen Gélard, qui présidait la commission, a reconnu dans une conversation avec François Fillon qu'effectivement 3 territoires, 3 départements n'avaient pas été pris en considération. Voilà le point de départ. Et si effectivement il est confirmé que cela inverse le résultat, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et c'est d'abord de cela qu'il faut parler. Alors après, moi je comprends tout à fait l'amertume d'Alain Fillon et sa déception et peut-être le sentiment qu'il a, et c'est très certainement le cas, quelque part d'être dans une situation qui n'est plus claire. On a quand même un scrutin qui s'est joué avec 150 ou 160 000 votants, un scrutin qui se joue à 10 voix dans un sens ou dans un autre. Il y a un vrai problème. Donc je crois qu'effectivement, la solution proposée qui consisterait à demander à Alain Juppé d'assurer de manière transitoire la présidence de l'UMP et pour sortir par le haut de cette crise, ça me semble effectivement une bonne solution. Il y a un problème statutaire, Henri Guénaud a raison. Écoutez, il a raison, mais écoutez ce qu'il vous dit. Non, mais ça veut dire qu'on va lui demander de préparer de nouvelles élections, et qu'on va refaire tout le processus. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui, mais ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, pour en sortir et pour pouvoir discuter, mettre tout le monde autour de la table, il faut que les débats soient menés par quelqu'un qui soit reconnu par toutes les parties comme étant quelqu'un d'indépendant. Alain Juppé, par la position qu'il a prise dans ce débat, il n'a pas voulu s'engager, il est resté en réserve, et je trouve qu'il est tout à fait à même de nous aider à en sortir par le haut. Philippe Parce Dallier, qu'effectivement, nous sommes dans une situation de crise qui m'inquiète, tout comme Henri Guénaud, qui inquiète nos militants, mais je crois qu'on ne peut pas en rester là, et moi je n'ai pas envie de claquer la porte de l'UMP. Je milite depuis 30 ans pour mes idées, pour mes convictions, et comme beaucoup ce soir, eh bien, je suis mal à l'aise, mais je souhaite effectivement que le débat soit posé et correctement posé. Mais Philippe Dallier, ce soir encore, vous l'avez entendu, Jean-François Copé appelle au rassemblement. Il a quand même un discours d'apaisement. Est-ce que face à ce discours, l'image de votre champion ne risque pas d'être entachée, alors que jusqu'ici, il a l'image d'un homme d'État? Non, mais appeler à l'apaisement et au rassemblement, c'est bien. J'allais dire, c'est très bien, mais encore une fois, il faut revenir à cette affaire de résultats. Parce que si manifestement les départements en question ont été oubliés, excusez-moi, il y a un vrai problème. On nous dit que les résultats des territoires d'outre-mer ont été présentés de manière agrégée. Donc il peut très bien y avoir eu une erreur matérielle, et moi je reste sur l'erreur matérielle, et qui explique ce qui s'est passé. Donc il faudrait quand même que le doyen Gélard s'explique là-dessus, qu'il le confirme. Si c'est confirmé, il y a un vrai problème. Et on ne peut pas en rester là en disant, bon ben voilà, les résultats ont été proclamés hier, et c'est terminé les rassemblements. Il y a quand même un véritable problème. La commission de contrôle des opérations électorales ne peut pas corriger elle-même sa déclaration. Il y a des voies de recours. La voie de recours, ça s'appelle la commission des recours. Saisissons la commission des recours. Ça conduira sans doute à ce moment-là à tout recompter. Voilà. Et puis nous verrons bien. Justement, Philippe Dallier, on dit que François Fillon ne veut pas justement saisir cette commission parce que peut-être, et je mets vraiment tout au conditionnel, il y aurait quelques difficultés avec certains départements, notamment dans les Alpes-Maritimes. Écoutez, moi je n'en sais rien, j'étais pas dans les Alpes-Maritimes, j'ai entendu parler du bureau, d'un bureau en particulier, puis après on nous a expliqué qu'il y avait un huissier qui a contrôlé toutes les opérations. Donc moi je n'en sais rien, je voudrais qu'on arrête avec tout cela, et le seul moyen effectivement d'en sortir, c'est de demander à quelqu'un jugé complètement indépendant par les uns et par les autres, et je crois qu'Alain Juppé est le mieux à même de faire tout cela. Je pense qu'il faut effectivement de lui demander de prendre la main pendant une période à déterminer pour en sortir. Mais vous avez bien compris que Jean-François Copé ne compte pas lui laisser sa place ce soir. Ce sont les statuts qui ne le permettent pas. On l'a compris. Merci Philippe Dallier, merci pour votre réaction ce soir. Merci à vous. Bonsoir. Henri Guénaud, vous soutenez, on l'a compris, Jean-François Copé, mais est-ce que votre cœur... Attendez, là je ne me situe pas en soutien de Jean-François Copé. Là. Je suis juste... Non, ce qui m'inquiète là, c'est l'avenir de ma famille politique. Voilà, c'est pas le fait de soutenir l'un ou l'autre, c'est pas... moi, je ne postule à aucune responsabilité, donc d'une certaine manière, ça m'est égal. J'ai choisi un candidat qui me paraissait le meilleur pour diriger l'UMP. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas d'enjeu personnel. Mais vous l'avez soutenu, mais votre cœur, est-ce qu'il n'est pas ailleurs, toujours d'ailleurs, du côté de Nicolas Sarkozy? Est-ce que finalement on ne découvre pas que le fauteuil est trop grand pour... Mais j'ai toujours dit ça. François Copé, non, François Fillon. pour les deux. J'ai toujours dit que nous n'aurions pas de chef à la fin de ce processus parce que le vide laissé ne pouvait être totalement rempli ni par l'un ni par l'autre. C'est d'ailleurs ce que les militants nous ont dit. À quelques voix près, de toute façon, ils ont dit que aucun des deux ne pouvait devenir un chef.
Tout ce que nous aurons à la suite de ce processus, c'est un président qui va remplir des fonctions de président et essayer de nous apprendre, de nous faire vivre sans chef. Parce que pour l'instant, ce vide ne peut pas être rempli. Ça viendra peut-être que les uns ou les autres se révéleront. Pour l'instant, le vide laissé par Nicolas Sarkozy ne peut être rempli par personne. Mais on dit exactement ceci, en partageant les voix presque à égalité entre les deux. Alors je sais que vous ne parlez pas en nom de Nicolas Sarkozy, non, vous le dites souvent sur ce plateau, mais je vais vous demander autre chose, si vous êtes d'accord avec ce qu'il aurait dit. Il n'est pas tendre avec François Fillon, semble-t-il, selon des propos rapportés par le Canard enchaîné, voilà ce qu'il dit. Ce résultat élimine François Fillon car ne recueillir que 50% des voix. Quand on a été Premier ministre pendant 5 ans, c'est piteux. Terrible pour lui, aurait confié l'ancien chef de l'État qui ajoute « J'ai toujours dit que François Fillon était une fausse valeur ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne commenterai pas ce propos qui sort de nulle part. Si c'était une question de ma part, est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne le commenterai pas, je me suis gardé dans cette affaire de tout jugement personnel. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas un, mais je me suis gardé de l'exprimer précisément parce que je respecte ma famille politique, je respecte tous les candidats. Je pense que si la politique se faisait avec plus de respect des uns et des autres, elle se grandirait. Donc je ne participerai pas à ce genre de polémique. Voilà, alors, je n'ai rien à dire sur ce genre de propos. Une dernière chose, il y a aussi l'image à l'étranger. On n'en parle pas beaucoup, mais les journaux étrangers vous regardent de près, regardent votre élection. On va justement nous regarder ces unes de presse. Vous les voyez un petit peu défiler, vous allez les voir toutes plus dures les unes que les autres, plus acerbes, plus incisives. Le spectacle est aussi, c'est l'image de la France, de la classe politique française qui est touchée. Oui, quand on voit le spectacle des classes politiques européennes, américaines, japonaises. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est la démocratie. Dans la démocratie, il y a des débats, il y a des imperfections. Est-ce que franchement, la France fait pire que les autres? Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'idée que les Français se font de leur classe politique aujourd'hui. L'idée que se font les Anglais de la politique française, franchement, ça m'indiffère totalement. Mais en revanche, que les Français qui sont confrontés à une crise grave, qui souffrent, qui ont des problèmes de chômage, de fin de mois, etc., se font de leur classe politique, oui, ça me concerne beaucoup parce que c'est l'avenir de notre démocratie qui est en jeu. Si le fossé entre les hommes politiques et les citoyens continue de se creuser, alors nous irons tout naturellement vers les extrêmes. Et vous parlez de la classe politique en général, justement. On va accueillir dans un instant Najat Vallaud-Belkacem, qui est porte-parole du gouvernement, pour réagir aussi aux divisions de l'UMP. Je vous remercie. Okay, ils ont une grande expérience parce qu'ils l'ont fait avant nous. Oui, mais enfin, vous, ça dure, hein, ça dure. Oh, ça a duré beaucoup au Parti Socialiste aussi, mais c'est pas une raison. On ne fait pas le concours du pire et je reconnais que ce soir, nous avons pris un peu d'avance sur eux. Merci Henri Guénon d'avoir été notre invité. On va tout de suite, justement, on va parler d'une autre actualité qui concerne le Parti Socialiste avec ce projet de mariage pour tous, et puis la phrase de François Hollande. Ça nous concerne tous. Après avoir reconnu hier la liberté de conscience des maires hostiles au mariage pour tous, il a précisé aujourd'hui que la loi ne connaîtrait pas d'exception. On voit tout cela avec Julie Hulin. Des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Liberté de conscience, ces quelques mots prononcés hier soir par François Hollande devant le Congrès des maires de France ont provoqué un véritable tollé. Socialistes, partis de gauche, écologistes, associations, les partisans du mariage pour tous sont montés au créneau. C'est humiliant, c'est dire, voilà, il y a des citoyens de seconde zone, ceux-là, vous les mariez à la carte. Sortir ça, c'est décourager tous ces gens qui se battent depuis des années pour qu'il y ait l'égalité en France. Si le gouvernement avait jusqu'ici mis en garde les élus qui se refuseraient à appliquer la loi, en invoquant la liberté de conscience, François Hollande ouvre la porte à la controverse. Une simple erreur de langage pour certains. Je pense que le président de la République a employé des propos qui ne sont pas appropriés à la question. Aujourd'hui, les maires peuvent ne pas célébrer de mariage pour des raisons X, mais on ne demande pas au maire de justifier la raison pour laquelle il ne va pas faire ce mariage. Donc dire que c'est en fonction de sa liberté de conscience, à mon avis, c'est trop. Car dans cette opération-là, dans cette affaire-là, le maire est officier d'état civil. Il représente l'État. Il doit donc appliquer la loi. La loi va s'appliquer partout, dans toutes les communes. C'est ce qu'a promis cet après-midi François Hollande en déplacement en Italie. L'inter-LGBT, principale association de défense du mariage pour tous, avait-elle décidé ce midi de suspendre ses relations avec le gouvernement. Reçue à l'Élysée en fin d'après-midi, elle se dit maintenant rassurée. Le projet de loi, lui, sera examiné à l'Assemblée en janvier 2013.
Et on accueille sur ce plateau la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, nous allons parler du mariage pour tous. On va vous faire réagir à cette actualité. Ce soir, c'est ce premier parti d'opposition qui est affaibli, l'UMP qui est affaibli. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour votre majorité non plus. Non, un grand parti républicain qui est affaibli, ça n'est jamais une bonne nouvelle, d'abord pour le pays et pour les Français, parce que je pense que les Français ont besoin à la fois d'avoir une majorité au pouvoir qui soit forte et solide, mais ils ont besoin aussi d'avoir une opposition qui soit constructive. Et donc, toutes les péripéties de ces derniers jours ne nous font absolument pas plaisir. Vous l'avez très peu commenté, d'ailleurs, finalement, c'était profil bas. Pourquoi ? Bon, on sait que ça vous a rappelé quelques souvenirs, mais là, ça se poursuit au niveau de l'UMP. Pourquoi ne pas le commenter? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous craignez qu'une UMP affaiblisse? C'est une extrême droite qui est plus forte? Je me suis, pour ma part, en effet, gardée de commenter. D'abord parce que je pense qu'on n'a pas de leçons à donner, que la démocratie interne, quel que soit le parti concerné, c'est toujours complexe à construire. Cela étant, c'est vrai que notre congrès de Reims au Parti socialiste a été douloureux, et nous avons, voilà, et nous avons su en tirer des leçons. Nous avons organisé les primaires citoyennes avec le succès que l'on sait. Nous avons fait en sorte que notre candidat soit élu président de la République, que le premier secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir, soit élu par une large majorité dans un rassemblement. Oui. Beaucoup plus nommé, mais oui, oui. Mais peu importe, parce que nous sommes dans une situation particulière avec un président de la République de gauche et donc un parti socialiste qui est là en soutien à ce président et à cette majorité. Donc nous en avons tiré des leçons. Et s'agissant de l'UMP, je pense qu'il faut aussi qu'elle apprenne et qu'elle tire des leçons de ces difficultés qu'elle est en train de vivre en ce moment. Alors ce qui est en jeu aussi, c'est le fauteuil du président de l'UMP. Ce qui est en jeu aussi, c'est le fauteuil du premier opposant, finalement, à François Hollande. Vous avez votre avis sur les deux hommes. Quel est selon vous l'opposant le plus virulent ? Oh, écoutez, je ne m'immiscerai pas dans le choix des militants. C'est un choix qui appartenait, d'ailleurs, puisqu'il a déjà été effectué, même si on a du mal à le décompter, mais qui appartenait aux militants de l'UMP. Oui, le plus virulent par rapport à votre gouvernement, parce que hier, vous avez sûrement retenu la phrase de Jean-François Copé, qui interpellait le Premier ministre et qui a dit que l'élection de François Hollande était un malentendu. Il y a toujours ce procès, finalement, en illégitimité qui est fait à la gauche. C'est vrai, mais ce procès, je crois, il est assez bien partagé par François Fillon et Jean-François Copé. J'allais dire par toute une droite qui considère en effet que finalement le pouvoir lui appartient et que la gauche est forcément illégitime lorsqu'elle arrive à s'en emparer. Sauf que la gauche ne s'est pas emparée du pouvoir. La gauche a réussi à convaincre des Français de lui faire confiance. Et c'est ainsi que nous sommes au pouvoir et pas par effraction. Nous sommes là pour mener à bien un programme que nous avons présenté aux Français. Ils savaient parfaitement pour qui ils votaient, pourquoi ils votaient. Et nous tiendrons nos engagements. Donc je crois en effet que ces attaques et ces agressions quasiment régulières sont suffisamment grossières pour ne pas être plus commentées que cela. Alors l'un des engagements, c'est le mariage pour tous. C'était une proposition du candidat Hollande, reprise par le président Hollande. Est-ce que vous êtes soulagé ce soir que le président de la République ait finalement retiré l'expression utilisée hier de la liberté de conscience pour les élus appelés à célébrer des mariages homosexuels? Honnêtement, si je puis dire. Non, honnêtement, je note, puisque c'était votre reportage juste avant, que les associations qui pouvaient avoir nourri quelques malentendus sur les propos et les intentions du président de la République sont désormais rassurés. Oui. Sont désormais rassurés. Il y a eu un tollé. Sont désormais rassurés sur quoi exactement? Sur le fait que le président de la République est très fortement attaché à cette réforme de société qui est l'ouverture du mariage et de l'adoption, qu'il la défendra jusqu'au bout, qu'il la porte vraiment, je le rappelle, sur votre plateau depuis longtemps. Cette liberté de conscience, vous êtes soulagé ce soir, ça ne pouvait pas tenir cette phrase prononcée par le garant de l'état de droit, par le président de la République? Mais qu'a dit le président hier? Il a dit tout simplement que la loi devait s'appliquer partout, dans toutes les villes, dans toutes les communes, dans toutes les mairies. Et il a dit que pour garantir l'effectivité de l'application de la loi, lorsque un maire déclare que de toute façon il ne souhaite pas procéder à un tel mariage, eh bien il faut lui faciliter la possibilité de déléguer la célébration de ce mariage à d'autres. Certains ont dénoncé une brèche dans l'état de droit.
à d'autres. Pourquoi faire? Pour que finalement le couple qui souhaite être marié ait une solution en tout état de cause en face de lui. Parce que vous savez, il y a les grands principes et puis il y a la réalité des choses. Les grands principes, c'est de dire, évidemment, il faut que tout le monde se plie à ses obligations. Bien sûr, nous le disons, nous n'avons jamais varié sur ce discours. Mais François Hollande, qui a été lui-même maire et qui sait très bien comment ça se passe concrètement sur le terrain, sait que on peut mettre en difficulté un grand nombre de couples homosexuels si on se contente de dire obligation est faite aux maires, mais si les maires en question ne l'appliquent pas. Est-ce que les couples vont devoir saisir soit la justice, soit le préfet et finalement obtenir un mariage quasiment de force? Eh bien non, nous ne voulons pas de ça pour eux non plus. Nous préférons imposer aux communes manière et aux de retourner maires les choses, de déléguer mais plus j'imagine facilement à que ce d'autres soir, le soin de puisque célébrer. François Hollande l'a retiré, vous êtes vous-même soulagé qu'il n'y ait plus cette ambiguïté en tous les cas. Moi, je suis contente que tout le monde comprenne parfaitement ce que veut faire François Hollande ce soir. Ce que François Hollande veut faire, c'est assurer l'application effective de la loi sur l'ensemble du territoire français. Alors, et l'État en sera le garant. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet qui est à la une du Nouvel Observateur. Je vais le montrer. Enquête sur la face cachée du viol avec 313 femmes qui signent avec Clémentine Autain que l'on voit ici. Un manifeste dans l'Obs. Une victime toutes les 8 minutes en France. C'est toujours un sujet tabou. C'est un sujet tabou, bien entendu, et vraiment, je veux dire que cette initiative de Clémentine Autain et puis donc des 312 autres femmes est formidable et qu'elle réclame du courage, de l'audace même pour lever le voile sur une réalité qui est affolante. 75 000 femmes violées par an, ça n'est pas n'importe quoi. À peine 1 sur 10 qui ose porter plainte. Oui. Ça veut dire quand même que c'est l'idée des états généraux du viol. Absolument. Où en est cette idée ? Eh bien, nous sommes en train de la mener à bien parce qu'il y a une volonté de notre part, pouvoir public, État, de lever cette chape de plomb, ce silence, de communiquer sur ce qu'est le viol, sur le fait que les victimes d'un viol sont bien des victimes et pas des coupables en partie, comme souvent. Et puis il y a les moyens. Qu'est-ce qu'il faut renforcer? renforcer? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Quels moyens législatifs supplémentaires ou quels moyens tout court d'ailleurs pour lutter contre les violences faites aux femmes? Je crois qu'il y a de nombreuses associations qui vous interpellent sur ce sujet. Qu'est-ce que vous leur répondez concrètement? Je leur réponds qu'il faut d'abord savoir accueillir les victimes. Les accueillir, ça veut dire détecter leur mal-être, détecter ce qui vient de se passer, les aider. L'accueil, ça se fait où? Ça se fait évidemment dans les commissariats lorsque les victimes osent pousser la porte d'un commissariat. Il faut que l'accueil soit fait en bonne et due forme, notamment grâce à la présence d'un assistant social, par exemple, en plus du policier. Ouais. Ça se fait aussi, par exemple, à l'hôpital. Certaines victimes vont aller à l'hôpital, mais ne pas admettre qu'elles ont été victimes d'un viol, juste se faire soigner pour une chose ou une autre. Il faut qu'à l'hôpital, on sache leur poser les questions qui vont faire libérer la parole d'une certaine façon. Et puis, au-delà de cet accueil, il faut qu'elles soient accompagnées, notamment dans la procédure pénale, parce que ça n'est jamais facile de s'engager dans ce parcours du combattant qu'est la procédure pénale. On l'a vu à l'occasion de certains procès, ça peut prendre très longtemps. Le fait de rassembler les preuves matérielles est une difficulté particulière. Donc ça veut dire que dès le début de la procédure pénale, elles doivent être accompagnées par des associations, comme c'est souvent le cas, mais aussi par un système judiciaire, des magistrats, des avocats qui connaissent parfaitement les outils et qui sont plus efficaces. Sur certains sujets, on le voit sur celui-ci, qui est d'importance. Le mariage pour tous, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous reconnaissez que certaines réformes sont remisées au placard? Parce qu'il y a peut-être des priorités, peut-être économiques, ou des difficultés de majorité. Il y a le droit de vote des étrangers, il y a le récépissé contre le délit de faciès, il y a la procréation médicale assistée. Oui, tout ne peut pas passer. Moi, je crois que nous tiendrons chacun de nos engagements, vraiment, chacun de nos 60 engagements et que nous ferons bien plus. D'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, nous avons déjà commencé à faire plus que ce que nous avions prévu. Simplement, vous savez, un quinquennat, c'est 5 ans. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an. Un quinquennat, c'est 5 ans. Donc, on le séquence et on répond aux priorités, aux préoccupations des Français, les unes après les autres. Aujourd'hui, la préoccupation numéro 1 des Français, ça reste l'emploi. Ça ne nous interdit pas de faire autre chose, comme avec l'ouverture du mariage. Mais en même temps, comprenez bien que aussi les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année 2013, c'est de renverser la courbe du chômage et donc nous y mettons tous nos moyens. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invitée et retour maintenant à notre édition spéciale. On va accueillir dans un instant les éditorialistes pour analyser les conséquences de cette situation sur le parti à l'intérieur de l'UMP mais aussi dans le paysage politique français. On va écouter d'abord d'autres réactions politiques ce soir des partisans de Jean-François Copé. Ce sont des propos recueillis par Paul Bouffard et Nathalie Guilloire.
Ses représentants étaient là. La COCOE a siégé 25 heures ici dans ces murs. Chacun a fait l'étude des procès-verbaux. Et alors après nous dire qu'ils ont oublié les départements d'outre-mer, ben c'est grave. Mais qu'est-ce que faisaient ces représentants qui ont signé les procès-verbaux? Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi, pardon de le dire. Et moi, je suis triste pour les militants. Sincèrement, quand il dit il renonce, comme il n'a pas été proclamé élu, pour le moment, il ne renonce à rien. Hein, bon. Donc c'est facile de renoncer à quelque chose qu'on n'a pas. Moi aussi je sais le faire. Deuxième élément, j'entends qu'il dit je suis prêt à aller jusqu'au bout et notamment un recours en justice. Et puis il dit mais c'est pour l'honneur de mon parti. J'aimerais savoir sur les 300 000 adhérents, combien d'adhérents considèrent comme éthique, juste, valorisant pour l'image du parti de faire des recours en justice contre son propre parti. À un moment où il faudrait être mobilisé contre la gauche, où il faudrait être rassemblé. Et retour sur le plateau du 22h, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est une édition spéciale du 22h. Nos invités nous ont rejoints. Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, journaliste au Figaro. Avec nous également Claude Veil, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur délégué au Nouvel Observateur. Notre chroniqueur nous a rejoint, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et parce que ce soir, plus que jamais, il nous faut un peu de légèreté, d'humour, de finesse. On accueille comme chaque mercredi notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Alors là, ce soir, vous avez de l'actualité. Ne vous plaignez pas. On va bien sûr parler de ce coup de tonnerre dans le ciel de la droite. D'abord, revenons sur ce coup de théâtre, Yvan Rioufol. Il y a une histoire. Selon Europe1.fr, c'est l'ancien ministre et soutien de François Fillon, Laurent Wauquiez, qui aurait découvert cet oubli de la COCOE quant au nombre, enfin, quant au non-décompte des territoires d'outre-mer. Mardi soir, donc hier, Laurent Wauquiez épluche les résultats des motions, tranquillement, dont sa droite sociale, qui a terminé, je le rappelle, en seconde position, derrière la droite forte. Et puis, en y regardant de plus près, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur raconte avoir remarqué une petite ligne de résultats qui l'a intrigué. Les résultats des TOM, des territoires d'outre-mer, n'étaient pas compris. C'est assez incroyable. C'est du jamais vu. Oui, c'est extravagant, bien sûr. Je comprends très bien l'émotion du camp Fillon, bien sûr. On n'arrive pas bien à comprendre s'il y a eu dissimulation volontaire, si c'est un oubli, si c'est une incompétence. Et donc, naturellement, on comprend. On comprend très bien, enfin, je comprends très bien, effectivement, que l'émotion que cela peut susciter. Maintenant, je trouve que les conséquences, et en tout cas la manière dont c'est présenté médiatiquement, notamment par François Fillon, me semble ne pas correspondre, en tout cas, à la sérénité attendue dans ces genres de situations qui sont déjà naturellement explosives. Et donc on voit que François Fillon, me semble-t-il, fait tout aujourd'hui pour casser la machine UMP, avec un discours d'ailleurs un peu contradictoire. C'est-à-dire que hier, il nous dit qu'il y a une fracture, mais il veut rester dans la famille. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il ne voulait pas de la présidence, mais qu'en même temps, il voulait bien y retourner dans le fond si on lui donnait bien ces voix qui lui manquent, et c'est peut-être légitime. Et donc, on voit naturellement se mettre en place cette machine à perdre, et cette droite la plus bête du monde dont on lui disait qu'elle était effectivement encore dans l'air. Alors François Fillon, il dit quand même, lui, ce soir, qu'il se bat pour l'honneur du parti. Claude Veil, il joue gros en termes d'image, François Fillon, parce qu'il a une stature d'homme d'État. Il a été Premier ministre pendant 5 ans par temps de tempête, de crise. Ces mots ont été pesés et sous-pesés ce soir aux 20h. Est-ce que les militants peuvent comprendre son action? Ne me demandez pas de me mettre à la place des militants de l'UMP. Je suppose qu'ils sont absolument... Non, j'y arriverai pas. Qui sont absolument accablés par cette situation. On est dans une chose totalement inédite. Lorsque Fillon dit, en gros, si Copé ne capitule pas, j'irai devant les tribunaux, je ne connais pas de précédent. Les partis politiques en France, il y a une espèce de paradoxe qui fait que les partis politiques qui concourent à l'exercice de la démocratie ont pratiquement toujours été des organes non démocratiques. À l'intérieur, on s'est toujours, dans tous les partis, permis des transgressions les plus incroyables avec la morale la plus élémentaire. Celle qu'on enseigne à nos enfants, c'est-à-dire tu ne tricheras pas, etc. Les congrès, c'est des arrangements entre motions, je t'échange 50 mandats dans telle fédération contre... Bref, l'UMP qui n'avait aucune expérience de la pratique démocratique, d'une espèce de référendum de ce type, s'est lancé là-dedans à corps perdu, sans mesurer que la démocratie, c'est très très difficile quand on n'en a pas l'habitude, quand on ne l'a jamais pratiqué. C'était un parti... Ça a été le parti du général, ça a été le parti de Chirac, ça a été le parti de Sarkozy, c'était un parti soudé par le principe du chef.
Je veux voir qu'une bonapartiste. C'était un parti de culture bonapartiste, parce qu'en réalité, c'est la culture RPR, UDR, RPA, appelez-la comme vous voulez, qui s'est imposée à l'UMP. L'UMP est resté l'enfant naturel des grandes familles gaullistes qui ont dominé un peu la droite depuis 30 ans. Et ils se sont trouvés dans une situation absolument incroyable par le fait qu'il y avait tout simplement une crise de leadership. C'est comme c'était un parti bonapartiste qui suivait Bonaparte, quand Bonaparte disparaît, en l'occurrence Sarkozy, et qu'on se trouve avec deux postulants, la logique interne et l'excès d'ego et de testostérone des candidats a fait le reste, et on en est dans cette situation-là. Jean-Louis, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. La question que je vais vous poser, c'est peut-être la plus compliquée, parce que jusqu'où ça peut aller. Il y a la procédure civile, et tout cela quand même se passe chez un grand parti d'opposition. Les plaies sont béantes, les cicatrices sont visibles, les rancœurs tenaces. Est-ce qu'on a un exemple dans l'histoire d'un parti en France et ailleurs, peut-être en Europe, dans le monde, où cela se passe comme ça, et où le parti a réussi à retomber sur ses pattes? Alors, à ma connaissance, le recours à une procédure judiciaire, parce que c'est très bizarre, M. Fillon nous dit ce soir, je vais aller au contentieux du parti. Non, il ne dit pas ça, il dit je vais aller en justice. Alors ça veut dire que lui-même n'a pas confiance dans le contentieux du parti dont il est membre depuis le début. C'est absolument extraordinaire. Et il va aller en justice. Pourquoi ne pas aller au contentieux? Parce que si on va au contentieux, on va faire tous les dossiers et on verra que personne n'a été clean dans cette affaire. Et donc, puisque M. Fillon nous a parlé avant-hier de fracture morale, il n'est pas, lui non plus, tout à fait du bon côté de cette fracture morale. Je pense que la situation est la plus compliquée, c'est pour M. Fillon. Parce que d'abord, le résultat n'est pas très bon pour lui. 5 ans Premier ministre d'un homme qui, s'il avait été candidat, aurait obtenu 99,99% des suffrages, et lui, il a à peine 50%, c'est déjà pas bon. Deuxièmement, donc, il est battu. Et troisièmement, il est obligé de partir en contre-attaque, parce qu'il a quand même des amis avec lui, il y a des gens qui lui ont fait confiance, et donc il ne peut pas se soumettre comme cela, il est donc obligé de contre-attaquer, il est obligé pour montrer qu'il est un combatif, parce que justement il a cette réputation de ne pas l'être tant que ça, donc il est obligé de se mettre en avant sans vraiment se mettre en avant, puisque en réalité c'est pas lui qui demande les recours. Je voulais juste montrer un moment le dessin d'Hervé du Réfifi à l'UMP, ça commence, tout le monde est face à la télévision, saison 2002. Saison 2, oui. Les Français, comment ils regardent ce soir? Les Français sont accablés, naturellement. J'imagine qu'il y avait déjà cette grande coupure que l'on avait décrite et qui est réelle entre la société civile et le monde politique. Et là, la décrédibilisation du monde politique devient effarante, naturellement. Donc, j'imagine que les Français ne rigolent pas d'ailleurs tant que ça de ce spectacle. Il y a toutes les réactions, il y a aussi beaucoup de gens qui rigolent, je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui rigolent. Mais le pire, c'est que cela occulte le message qui a été porté par les militants eux-mêmes, parce qu'en fait, le message politique qui a été porté est très intéressant, parce qu'il pousse précisément à cette rénovation de l'UMP, à qui ils ont demandé de sortir, dans le fond, de son centrisme convenu, pour s'affirmer davantage dans des valeurs de droite. Pas que des valeurs de droite, mais notamment des valeurs de droite. Or, ce message-là, qui a fait que la droite forte, des courants de la droite forte et de la droite populaire totalise à peu près 40% des suffrages, outre cette montée spectaculaire de Copé, naturellement. Or, ce courant-là, pour l'instant, n'est pas analysé. Il n'est pas analysé d'abord par François Fillon, qui donne le sentiment de ne pas vouloir écouter ce que disent les militants, ce que disent les militants à l'ancien Premier ministre, en tout cas. Ils lui disent, dans le fond, qu'il ne représente plus tellement ce nouveau courant porteur tel qu'il voudrait qu'il soit. Il lui reproche d'avoir une ligne centriste, barriste, quelque part, pendant la campagne. Il lui reproche d'incarner encore cette droite molle qu'il prétend. Vous le savez bien. C'est des écuries, des arrière-pensées, des calculs, des positionnements. Et quand Fillon parle de fracture morale, je trouve qu'il a un grand mépris, précisément pour ce message qui lui est adressé par les Vous êtes sévère avec François Fillon. Enfin, vous savez bien que... Je suis sévère dans la mesure où je trouve c'est votre opinion, son comportement ne reflète pas la stature d'homme d'État qui vous laisse donner. Tout ça est quand même beaucoup de tactique, etc. Mais quel que soit l'homme qui va s'asseoir dans ce fauteuil de président de l'UMP, peut-être qu'il va s'asseoir dans une semaine, 2 semaines, on verra en fonction de la procédure. Est-ce qu'il sera peut-être légal au terme d'une longue procédure, mais est-ce qu'il sera un jour légitime? Ne me demandez pas de pronostic, parce que hier, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui ça allait se passer comme ça. Donc déjà, les pronostics à 24 heures sont compliqués. À plusieurs mois, j'en suis totalement incapable. Il sera légal, mais est-ce qu'il sera légitime aux yeux de son parti? Faisons des hypothèses. Ou bien
les deux trains fous lancés l'un contre l'autre finissent tous les deux par dérailler et s'entre-détruire, et auquel cas il faudra trouver, on bricolera les statuts pour trouver une solution de remplacement. Regardez la solution d'Hervé, c'est celle-ci? Oui, il faut les casques bleus. Mireille Mathieu casque bleu, par exemple, voilà. Oui, je crois. Et attention, on va vous demander de chanter là. Je peux vous faire Mireille Mathieu, je sais tout faire. Non, la situation est déjà assez ce soir. On va arrêter les dégâts. Donc, ou bien ils s'auto-détruisent. Et ce soir, je veux dire que moi, quand je les ai vus tous les deux à la télévision, les deux avaient quand même l'impression de trouver l'uniforme un peu lourd sur les épaules. Ou bien Copé maintient sa position jusqu'au bout et Fillon finit par capituler et il restera quelque chose de... Ou bien Fillon enlève le morceau en justice, mais alors là j'avais commencé la phrase tout à l'heure, pardon je ne l'ai pas terminée, moi je n'ai jamais vu en France qu'un responsable politique soit élu non pas par les militants, mais désigné par le président de la 13e chambre correctionnelle de je ne sais où. C'est intenable, je ne vois pas comment il pourrait aller dans un congrès alors qu'il a été désigné sur le tapis vert par un juge. Ça me paraît une situation, alors là pour le coup, absolument intenable. Jean-Louis. Alors, je pense que M. Copé sera président de l'UMP. Je ne sais, bien entendu. Ne vous avancez pas trop vite. Ça me paraît tout à fait... Donc, M. Fillon, sur ce terrain-là, sera battu. Il est, je pense, dans une impasse. Il ne peut pas en sortir. Et puis après, il y aura les élections de 2014. Si, effectivement, l'UMP ne reconquiert pas des grandes villes, si effectivement c'est pour eux une défaite, immédiatement, ça remettra en question sa légitimité. Puisque nous invitons Sonia à faire un pronostic, je dirais que hier je pensais que les choses allaient rentrer dans le rang assez vite et que la nature politique reprenant le dessus, tout le monde irait vers la victoire. Aujourd'hui, je me demande, je ne conclus pas de façon définitive, je me demande si on n'est pas entré dans une de ces guerres décennales dont la droite a le secret depuis 30 ans. Rappelez-vous la guerre Chirac-Giscard qui nous a occupés pendant 20 ans. Ensuite, on a eu la guerre Chirac-Balladur qui a duré un bout de temps aussi. Est-ce qu'on n'est pas entré dans une de ces guerres de vendetta corse qui caractérise la culture de droite en France? Je ne l'exclus pas. Yvan Rufol. Non, d'abord, il y a peut-être des solutions médianes à trouver, peut-être de recompter tout simplement, peut-être également de revoter, et peut-être même d'élire François Fillon. Pourquoi pas si c'est lui qui a reçu la majorité des voix? Malgré tout, il y a une logique démocratique à accepter naturellement la voix des électeurs. Donc il ne faudrait pas non plus écarter toutes ces autres solutions. Mais encore une fois, il faut entendre ce message, et ce message qui ne partage pas d'ailleurs dans le fond Fillon-Copé, et de dire qu'il faut maintenant à cette majorité ce point central, ce point d'accroche d'une droite qui s'affirme, en harmonie avec cette droite sociale, cette droite libérale, cette droite européenne, qui est représentée également par Fillon. Donc, dans le fond, la droite aujourd'hui a deux papas, pour reprendre un petit peu le... Moi j'avais dit qu'elle était un peu orpheline ce soir. Non, elle n'est pas orpheline, au contraire, elle a plutôt cette richesse-là, mais simplement il faut qu'elle soit gérée par l'intelligence des hommes, et il faut qu'il y ait cette synthèse qui soit faite en attendant qu'un homme incarne cette autre synthèse. Actuellement, on voit très bien quel est cet homme-là, qui n'apparaît pas pour l'instant. Il y a parent 1 et parent 2, voilà, c'est ça. Les troisièmes hommes, d'abord, il y a Nicolas Sarkozy. J'ai cité tout à l'heure cette phrase à Henri Guénaud, je l'ai lu dans le Canard enchaîné, c'est un propos rapporté de Nicolas Sarkozy concernant François Fillon. Je le rappelle, il aurait dit cela: ce résultat, donc 50-50, élimine François Fillon. Quand on a été Premier ministre pendant 5 ans, c'est piteux, terrible pour lui. J'ai toujours dit que François Fillon était une fausse valeur. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Est-ce qu'il pense, est-ce qu'il pourrait penser cela? C'était son Premier ministre. De son Premier ministre, oui. Son collaborateur. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas du tout les arrière-pensées, les pensées et les arrière-pensées de Nicolas Sarkozy, mais le fait est que il n'a pas du tout pesé dans cette campagne. Ce qui serait, je ne sais pas, mais ce qui serait une victoire de François Fillon, au cas échéant, serait malgré tout son échec en fonction du fait que sa stature de Premier ministre, les sondages, l'environnement, toute la nomenclature qui le portait, ont fait en sorte que malgré tout, il a échoué ou gagné à 22 voix. D'ailleurs, moi je remarque qu'il y a aussi une sorte de grande amertume chez lui à considérer qu'il ne se verrait pas élu avec simplement 22 voix, ce qui ne serait pas suffisant. 26, vous réduisez. 26, pardon. qui ne serait pas suffisant à son envergure. Donc il y a aussi, malgré tout, un procès d'orgueil là-dedans et beaucoup d'enfantillage. Et je pense que cet épisode pourrait se calmer
malgré tout. Ah bon, non. Alors Hervé croque le retour possible, probable, éventuel, peut-être, de Nicolas Sarkozy. Problème d'agenda, je pense, pour l'instant. Problème d'agenda, oui, impossible. J'ai une conférence demain à Bordeaux. Oui, à Bordeaux, oui, après Moscou. L'autre troisième homme, c'est Alain Juppé. Ouais. Est-ce qu'il n'avait pas, au fond, anticipé cette situation, peut-être pas à ce point, en proposant ses services il y a déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois. Il proposait déjà il y a longtemps une direction collégiale. Et là, certains l'appellent en médiateur. Est-ce qu'il avait vu, avant les autres, ce qui allait se passer? Peut-être pas, c'était pas aussi noir ce qu'il avait vu. Oui, non, personne n'avait vu le scénario comme ça. Beaucoup de gens pensaient que l'affrontement pourrait être fratricide, mais Juppé, à l'époque, en effet, avait un positionnement qui était au-dessus des factions et des fractions. Il incarnait une certaine légitimité historique et sagesse d'ancien fondateur du parti, ancien chef de gouvernement, etc. Je ne pense pas qu'il ait vu les choses tourner comme ça. Et là, alors il y a peut-être une part de jeu comme toujours, mais il semble pas très très chaud pour descendre dans la mêlée là. Les conditions qu'il a mises aujourd'hui sont des conditions qui supposent de problèmes résolus, oui, puisqu'il dit je viendrai qu'à condition que les deux soient d'accord. Mais c'est justement parce que les deux sont pas d'accord qu'on fait appel à lui. Oui, c'est très bizarre, on fait appel à lui. C'est lui qui a rédigé les statuts de l'UMP. Et on voit que ces statuts-là, quand même, ont un certain nombre de problèmes devant un obstacle majeur. Donc, en plus, c'est plus son truc. On sent que... Enfin, Vraiment ? Est-ce que c'est plus son truc parce que son truc, c'est de sauver la mairie de Bordeaux, surtout. Justement, voilà, mais il ne ménage pas l'avenir. Il n'a pas... D'ailleurs, pourquoi ne s'est-il pas engagé dans la bataille pour la présidence de l'UMP lui-même? Donc... Parce qu'il savait qu'il avait une chance. Mais après tout, c'est vrai que le rôle de curateur ou de père spirituel qu'on lui propose peut être assez intéressant, mais il faut quand même pas oublier qu'Alain Juppé est un grand brûlé de la politique, qui était programmé pour devenir président de la République, qui ne rêvait qui ne pensait qu'à ça en se rasant et sans se raser, et qu'il considère que sa carrière a été fauchée par une succession d'injustices. Et franchement, je ne crois pas que ça le bouleverse dans l'envie de faire syndic dans ce contexte-là. Ne doit pas l'exalter. Et la mission qui lui est donnée est tout sauf claire, car je ne vois pas très bien ce qu'on lui demande de débrouiller quelque chose qui est un embrouillamini qui n'a pas de sens. Enfin, il me semble que Fillon a embrouillé de telle manière cette affaire-là qu'on ne voit pas. Un peu choisi votre camp, Yvan. On ne voit pas. Non, ça m'est complètement égal. Mais qu'on ne voit pas très bien quelle est l'issue qu'il propose. On va poursuivre notre... Oui, Jean-Louis, simplement pour dire que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va se résoudre avec le fond. C'est-à-dire, il n'y a pas de grande différence entre les deux candidats. Il y en a un qui va s'imposer. Quand on lit les deux manifestes, on s'aperçoit que c'est pratiquement un copier-coller, c'est exactement la même chose. Et donc, en réalité, je ne crois pas que cette affaire ira véritablement loin. Au sens, c'est pas du Chirac-Balladur, c'est pas du Chirac-Giscard, parce que là, il y avait un vrai débat de fond sur les orientations de la droite. Et là, ce débat, il est à s'entendre, et voire même sont condamnés à présider ensemble. Si vraiment plus violentes que les querelles idéologiques. Sur l'idéologie, on peut toujours se mettre d'accord. En revanche, quand il s'agit de... avoir le mariage entre les deux papas. Sauf que quand il y a un fauteuil pour deux, c'est compliqué. Vous votre position sur le mariage pour tous, c'est pour ça que je vous ai posé la question. On va poursuivre cette édition spéciale. Je vais remercier Jean-Louis Gombault pour l'analyse. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, dans un instant, nous allons accueillir un soutien de François Fillon. C'est le sénateur UMP de la Haute-Savoie avec nous, Pierre Hérisson. Mais on va écouter d'abord, une nouvelle fois, Jean-François Copé, de retour ce soir au siège de l'UMP. Il y a des statuts, il y a des règles du jeu. On ne peut pas tordre les règles pour convenance personnelle. La commission indépendante, elle s'est prononcée, elle a dit très précisément les choses et elle a dit que si jamais certains voulaient contester, il n'y a aucun problème, il y a une commission nationale des recours. Moi je suis président de l'UMP, je ne me laisserai ni dicter de leçons de morale, ni encore moins tordre les statuts. Voilà, je suis désolé, chacun doit être dans un esprit de responsabilité. Nous avons reçu tout à l'heure Henri Guénaud, soutien de Jean-François Copé, et nous recevons donc à présent Pierre Hérisson. Bonsoir. Bonsoir. Soutien de François Fillon. Alors, est-ce que vous faites partie d'abord des parlementaires, Pierre Hérisson, à l'image du député Lionel Tardy qui menace de quitter l'UMP? Il l'a redit ce soir, il est tenté par le parti centre-droit. Est-ce que vous aussi, vous connaissez la tentation Borloo? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis issu des centristes. J'ai été député UDF.
J'ai été sénateur dans cette maison longtemps comme sénateur au groupe de l'Union centriste et je fais partie des membres fondateurs de l'UMP venant du groupe de l'Union centriste au Sénat. Donc pour moi, il n'est même pas question d'imaginer que précisément parce que notre parti, notre formation politique est en difficulté, de quitter le navire. C'est bien l'inverse. Si on veut se faire entendre, il faut rester à l'intérieur. On voit bien ce qu'il en était devenu de tous les hommes politiques qui sont partis de leur formation et qui sont allés ailleurs ou nulle part. Ils sont arrivés nulle part, c'est ce que vous nous dites. Non, mais je crois que là-dessus c'est clair. Je crois qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas content dans une formation politique, partir dans une autre. C'est pas... D'ailleurs, on entend les mots ce soir de scission, d'hémorragie de personnalité de l'UMP qui est ailleurs. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que on force le trait, Yvan Rioufol? Moi, je n'y crois pas, car je fais le pari effectivement de l'intelligence des gens et on voit bien que malgré tout, toutes ces tendances sont des tendances conciliables. Il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la vision que porte Jean-François Copé et la vision que porte François Fillon. Pierre Hérisson, est-ce que vous êtes en phase totalement, complètement avec... Est-ce que vous épousez la ligne de Jean-François Copé aussi, si c'est lui le président de l'UMP? Non, moi je pense que... Tout à l'heure j'ai entendu... on disait c'est une première si le candidat François Fillon va en justice. Mais je pense qu'il y a une première avant cela, c'est que c'est la première fois qu'un jury qui se mérite, ou tout du moins un comité de contrôle, qui se réunit pendant 25 heures, arrive à conclure et à donner des résultats en oubliant les résultats de 3 départements. C'est votre collègue, c'est un sénateur, Patrice Hélard, comment? Oui, mais la commission... Attendez, le président de la commission est sénateur, les 8 autres membres ne sont pas parlementaires. Vous ne portez pas la responsabilité, mais la préside. Moi qui ai l'habitude et la pratique de dépouillement aux élections, je pense que on peut pas. C'est la première fois qu'on entend dire une chose pareille. Imaginez que dans une ville, on oublie des bureaux, qu'à des élections cantonales, on oublie de comptabiliser telle ou telle partie du territoire. On ne peut pas laisser ces 3... D'abord, ce ne sont pas 3 territoires d'outre-mer, puisque Mayotte est devenu un département français. Tout à fait. C'est une précision importante. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de dire on a comptabilisé les tomes, on avait un résultat total qui était à la fois conforme, puisque le nombre de votants correspondait au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Donc le résultat a été validé sur une ligne globale. On s'aperçoit aujourd'hui même, qu'on a oublié de comptabiliser 1300 et quelques voix, et qui curieusement donne un avantage. Donc les élections, c'est d'abord et avant tout de l'arithmétique élémentaire. Est-ce que vous... Élémentaire à la portée d'un enfant... Que vous avez vu, Soupe au canard des Marx Brothers, Groucho Marx, ils disaient c'était à la portée d'un enfant de 4 ans, allez me chercher un enfant de 4 ans. C'est insensé qu'un grand parti politique comme l'UMP, qui a produit des dizaines de ministres, soit pas capable de faire une addition. C'est la première fois qu'il y a une erreur d'addition aussi grossière, mais c'est aussi la première fois qu'on élit le président de la formation politique avec 2 candidats, parce que Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP avec 87 et même un peu plus %, mais il était le candidat. Il fallait qu'il se fasse valider. Là, on n'est pas dans une validation, on est dans un choix. Et puis en plus, les statuts sont tellement mal ficelés sur ce problème-là qu'on fait une campagne électorale publique, médiatique de 4 mois, alors que moi j'ai connu dans les formations, les 2 formations politiques où j'étais, c'est-à-dire l'UDF et ensuite l'UMP, l'élection des responsables de la formation politique, ça dure 48 heures. On se réunit en congrès, on vote pendant le congrès, le soir du 2e jour, on dépouille, on sait on connaît le pourcentage et les résultats. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, on va vraiment connaître le vrai gagnant de cette élection à 10 voix, à 5 voix, à 3 voix? Est-ce que le nouveau président n'aura pas un parti, mais un boulet? Non, le vrai problème, c'est qu'on s'aperçoit que le chef, alors c'est vrai que j'ai entendu parler tout à l'heure de la formation du parti bonapartiste, etc., etc. Mais jusqu'à maintenant, on a été habitué à un candidat. Là, on a plusieurs candidats. Ça veut dire que l'UMP aujourd'hui est constitué de 2 blocs qui sont complètement serrés l'un contre l'autre, mais qui défendent des lignes politiques totalement différentes, une incarnée par François Fillon. Alors on peut toujours dire que François Fillon a été porté par les sondages, par ceci, par cela. C'était pas le sujet. L'excès de médiatisation d'une campagne qui dure 4 mois pour élire un président de formation politique est une confusion grossière avec quelque chose qui fonctionne très bien, et qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant, même si c'est pas chez nous, c'est la primaire ouverte, nécessaire
pour désigner le candidat de la formation politique. Vous dites ce soir comme si c'était normal qu'il y ait un bloc contre bloc, mais avouez que c'était une surprise quand même que Jean-François Copé ait fait aussi bien que François Fillon. Est-ce que vous reconnaissez, maintenant qu'on est un petit peu dans l'analyse, le temps d'analyse, que votre campagne a été un petit peu ratée? Oui, mais je vais peut-être répondre sous forme d'une interpellation ou d'une question sur ce sujet. Comment on a pu imaginer, et c'est vraiment, là pour le coup, les apprentis, ça nous va très bien, ça nous va très bien, comment on peut imaginer que on met en concurrence le secrétaire général d'une formation politique qui dispose de l'appareil avec quelqu'un qui, quelque part, a un QG dans une brasserie. Il y a quand même, au point de départ, la première chose qui était à faire, c'est demander au secrétaire général du parti, 4 mois avant, au moment où il a déclaré qu'il était candidat, de quitter le secrétariat général, de plus être le secrétaire général du parti, pour les mettre. On le fait avec des obligations pour toutes les autres élections. On le fait. On demande. On a des exigences très fortes. On a des exigences très fortes vis-à-vis de ceux qui vont être candidats. La communication, les bulletins municipaux, de ne pas participer à des manifestations. Et vous, rien à vous reprocher dans la campagne. La faute à finalement. La faute à tout le monde, à ceux qui n'ont pas été capables. Moi, je fais partie du bureau politique. Ce matin, on a vécu une matinée extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a eu un bureau politique. Gelard, notre collègue le sénateur Gelard, président de la COCOE, a rappelé les résultats. Il a terminé en remerciant tout le monde et en disant il y a une urgence, c'est qu'il faut réviser nos statuts parce qu'ils ne correspondent plus et il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui existent, qui auraient pu être évités si les choses avaient été ajustées au bout de 10 ans. Vous y avez parlé, Patrice Gelard, est-ce qu'il a bien reconnu qu'il y a eu cet oubli pour les territoires des DOM? Écoutez, à ma connaissance, au moment où on se parle, plus personne ne conteste le fait que pendant 25 heures, une commission travaille et qu'elle ne se rend pas compte qu'il manque 3 départements dans le décompte. Alors ça, c'est du jamais vu par rapport à tout ce qui pourra se passer ensuite. En vous écoutant, je crains que les responsables, les hauts responsables de l'UMP ne fassent l'erreur de s'adresser à eux-mêmes dans des querelles d'ego et dans des règlements de compte vaudevillesques et qu'ils oublient encore une fois ce que les militants ont voulu leur dire. Et encore une fois, c'est ça, le message qui est important, c'est le message de cette société civile, c'est le message de ceux qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se faire entendre et qui, pour une fois qu'on leur demandait leur avis, ne sont pas pris en considération. Et ce message, il n'est pas de dire qu'il y a 2 lignes concurrentes, comme vous l'avez dit, mais 2 lignes complémentaires. Une ligne Fillon. Adossés et serrés les uns contre les autres. C'est pareil de lignes concurrentes. Mais donc, je pense que vous faites une erreur, vous feriez une erreur si vous ne voulez pas entendre ce que vous ont dit vos militants, dans le fond. C'est simplement, ils vous ont dit quelque chose de très simple. Au stade où on en est, on ne rouvre pas. Moi, je pense un peu les résultats dans le sens qui vous arrange. Parce qu'en réalité, vous savez bien qu'entre Fillon et Copé, il y a plus une différence de style qu'une différence de ligne. Je vous rappelle quand même que la majorité de vos amis de la droite populaire qui devraient être tous chez Copé étaient chez Fillon. Je vous rappelle que les humanistes qui ont critiqué la ligne Buisson-Sarkozy pendant un an, Daubresse, Raffarin, etc., se sont retrouvés chez Copé. Donc il y avait en réalité un brouillage total et beaucoup de gens qui ont choisi et M. Guénaud qui était là tout à l'heure, qui est un filloniste chrétien social gaulliste de gauche, a soutenu Copé contre le. Il y a aussi beaucoup de raisons personnelles. Mais voilà, il y avait des calculs personnels, des arrière-pensées, des stratégies, des tactiques, etc. Ce matin, j'étais en train de vous dire que ce matin, le bureau politique s'est très bien passé. Tout le monde, Xavier Bertrand a fait une intervention en disant maintenant il faut travailler. Et paf, à 14 heures, on apprend qu'il y a 3 départements qui n'ont pas été comptabilisés. Donc c'est sur ce point-là que le problème se pose. Pour le reste, on était d'accord sur tout. La validation de Jean-François Copé comme président. Son discours ce matin, tel qu'il l'a proposé, à l'adresse, en disant je ne ferai pas de différence entre ceux qui ont soutenu. Il n'a pas dit ceux qui ont soutenu Fillon, il a dit ceux qui ne m'ont pas soutenu. Bon, mais alors ça, c'était un catalogue. Je me substitue une seconde à Sonia. Donc vos copains là, fillonistes, vous avez des atouts que je n'aurais jamais. Vos copains fillonistes, ils ont été duplices à ce moment-là parce que lorsque vous êtes embrassés sur la bouche ce matin, tout le monde était amis. Vos amis, ils savaient déjà l'histoire des 3 départements. Ça, je ne peux pas prendre d'engagement là-dessus, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'ai appris par le premier semestre, je vais vous dire, moi j'ai appris qu'il fallait se rendre d'urgence à une conférence de presse donnée par François Fillon à pratiquement 16 heures. Vous le saviez, parce qu'il y a beaucoup de partisans de François Fillon qui ne le savaient pas. Oui, c'est tous ceux qui ont signé ce soir, l'appel des 134 pour l'instant, à dire il faut accepter Alain Juppé qui soit le sage pour sortir de cette crise. Parce que si on va... ce matin, il était au courant. Voilà.
Pardon ? Non, je me faisais confirmer par Sonia qui est bien informée que Laurent Wauquiez a levé le lièvre de Mayotte hier soir et que donc ce matin ce matin dans cette réunion de fraternisation, il était déjà au courant. En tout cas, et Jean-François Copé également alors. Il y a toute la question aussi de leader de la droite, du premier opposant aujourd'hui qui se pose. Est-ce que finalement le seul fédérateur instinctif, presque naturel de l'UMP, c'est pas Nicolas Sarkozy? Ben, bien évidemment, c'est là où je voulais en venir. C'est que tout ça, ces deux candidats qui s'affrontent, ils s'affrontent sur un fond où si vous faites un sondage auprès des militants, cette fois pas auprès des sympathisants de droite, vous allez vous rendre compte que parmi les 320 000 militants, il y en a 70% qui voudraient voir Nicolas Sarkozy revenir le plus vite possible. Et les mouvements à l'intérieur de l'UMP se réclamaient de Nicolas Sarkozy, plus ils avaient des résultats élevés. C'est un constat. Bien sûr, mais si vous voulez, c'est pire que ce que vous dites. C'est que les statuts prévoient la réélection d'un président de notre formation politique tous les 36 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015, on recommence. Mon Dieu. En 2016, on fait des primaires parce qu'on est quand même entré dans ce jeu, même si il plaît beaucoup, qui est non pas lavé plus blanc que blanc, mais plus démocrate que démocrate. Hein, parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est que puisque la gauche a fait de la démocratie, moi, personnellement, je suis contre les primaires parce que les primaires s'appliquent dans les pays où les élections ont lieu à un tour. Le général de Gaulle a dit on élimine au premier tour et on choisit au deuxième. Donc, si on veut faire des primaires, il faut venir à des élections à la proportionnelle à un tour, mais il faut suivre complètement parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Faire des primaires pour une élection à 2 tours, ça n'a pas de sens. Alors, on va remercier le sénateur Pierre Hérisson. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos réponses et pour vos précisions, pour ce bureau politique apaisé. On est déjà loin de ce matin. Merci. Ce matin, c'était le bon temps. C'était au moment où nous avons j'allais dire, posé les fondations de l'UMP, qui est, de par ses statuts, un parti de la droite et du centre. Hein, je crois que c'est quelque chose qui était très important et je ne pense pas que l'UMP disparaîtra ou mourra de cette situation difficile. Il faut maintenant qu'il y ait un sage qui s'exprime. Vous le dites, merci à vous. Et nous sommes encore ensemble jusqu'à 23h30 pour cette édition spéciale. Alors, je vous le rappelle, l'UMP, quand même, est au bord de l'implosion. François Fillon veut que l'intérim de la présidence de l'UMP soit confié à Alain Juppé et s'annonce prêt, si ce n'est pas le cas, à saisir la justice. De son côté, Jean-François Copé menace de mettre à jour des irrégularités qui auraient entaché le scrutin. Alors, à qui profite ce spectacle de division? Oui, nous allons parler à présent des autres partis, au PS, les centristes, le Front National. Pour Marine Le Pen, l'UMP n'est plus, je cite, une opposition crédible. On parle de tout cela et nous a rejoint Marion Mourgue des Inrocks. Bonsoir Marion, merci d'être avec nous. Alors, pendant que nous parlons de psychodrame à l'UMP, pendant ce temps, le gouvernement, François Hollande, est tranquille. C'est une question, est-ce qu'il est tranquille? Il a la baraka, cet homme-là. Il a la baraka. Il n'aurait jamais dû être président de la République. Vous le savez bien, il était à 2%, 3% de sondage, etc. C'est vrai c'est incroyable. L'UMP lui sert une séquence. Il est dans une séquence compliquée. Il y a les difficultés européennes, il y a la perte du triple A. Il a fait ce matin ou hier, pardon, devant les maires une gaffe qu'il a passé la journée à réparer. Tout ça a été effacé parce que naturellement tout le monde regarde l'UMP. La droite se déchire. En plus, ces fractures, évidemment, vont laisser des cicatrices. Et même probablement, si c'est, comme ça semble, le pronostic aujourd'hui à 51% ou 50,03% le plus probable, si finalement c'est Copé qui l'emporte, je pense même que pour Hollande, il vaut mieux avoir Copé en face. On va en parler ça, mais juste sur les socialistes, Marion Mourgue, est-ce qu'ils se délectent vraiment de cette situation? Tout à l'heure, notre invitée, c'était Najat Vallaud-Belkacem, je ne sais pas si c'était, parce qu'elle est sur un plateau de télévision, mais elle ne se réjouit pas du tout de l'affaiblissement du premier parti d'opposition de France. Officiellement, ils sont quand même assez contents de voir que l'opposition aussi a les mêmes divisions et les mêmes que les divisions qu'ils ont connues au Congrès de Reims. Mais quand même, hier, Hollande, devant les maires, a eu cette petite phrase sur la liberté de conscience. Et ça l'a aussi arrangé que l'UMP soit dans ces querelles parce que les journalistes ont quand même moins fait attention à cette phrase qui était
qu'aurait pu être terrible pour le président. président. Parler, nous, ce soir, oui, avec la porte-parole du gouvernement, mais c'est vrai que c'est une parenthèse. C'était une parenthèse. Pas enchantée, mais tranquille, on va dire. Donc l'UMP lui a permis quand même d'avoir cette semaine un petit peu plus facile après les couacs, parce que là c'était un couac. Et c'est vrai que les ministres en off le disent, voilà, on a un peu plus d'air, on est un peu plus serein, on nous laisse tranquille. Et à côté du congrès de Reims, l'UMP c'est de la petite bière. Enfin, plutôt c'est l'inverse. Le congrès de Reims, voilà, c'est de la petite bière. J'ai posé la question tout à l'heure à Najat Vallaud-Belkacem, elle n'a pas répondu. Je lui ai demandé aux yeux du gouvernement qui de François Fillon, de Jean-François Copé est l'opposant le plus dangereux. A priori, c'était pour moi Jean-François Copé, malgré tout, car lorsqu'il s'affirmait dans une posture de droite, de droitisation, qui essayait de correspondre à la droitisation de la société, et l'on voit que parallèlement, François Hollande mène cette même réflexion, puisqu'il se centrise un petit peu, si je puis dire. Il va aussi, lui, faire une inflexion à droite pour essayer de récupérer précisément ces voix centristes-là. Donc, il y a un mouvement un petit peu général, mais je voudrais tout de même revenir sur l'ironie de mon confrère. Oui, l'ironie gentille, bien entendu. Mais je trouve que la gauche aurait tort de se réjouir de ce qui se passe. D'abord parce que la gauche est dans le lot. C'est-à-dire que quand la classe politique se fait ainsi dévaloriser, c'est toute la classe politique qui se fait dévaloriser. Ça, c'est vrai. Aux yeux des Français, on n'imagine pas. Et cette perte de crédit qui affecte notamment l'UMP, sans mauvais jeu de mots, affecte aujourd'hui le gouvernement avec les notations à la baisse des agences de notation précisément, qui rappellent aussi ce principe de la réalité que les certitudes des idéologies ne valent plus rien face aux exigences économiques d'un côté ou face aux exigences de la société civile de l'autre. Et moi je reviens toujours à cela. Aujourd'hui ce n'est plus tellement la politique qui mène le train, si je puis dire, mais ce sont les peuples ou parfois les marchés financiers. Je suis assez d'accord avec ça. Mais pour répondre à votre question, Sonia, ce qui est assez curieux et paradoxal, c'est qu'en réalité, Copé, d'une certaine façon, a été un peu le candidat de tout le monde. Il était le candidat, on l'a compris, de notre ami Yvan, mais il était... Mais laissez tranquille, Yvan, ce soir. Je n'ai pas voté, je ne suis pas militant. On fait un vieux couple, il était aussi le candidat des socialistes, parce qu'il préfère un visage plus dur de la droite, qui faciliterait éventuellement des recompositions. Il était le candidat de Borloo, parce qui a toujours pensé que plus la présidence de l'UMP se droitiserait, plus ça lui ouvrirait l'espace au centre. Et bizarrement, Copé était aussi le candidat de Marine Le Pen, qui fait le pari que la similitude du discours de Copé avec celui du Front Bleu Marine, appelons-le comme ça, produira les mêmes effets. Ça, j'en suis moins sûr. Alors, je dis pas qu'elle a raison, mais produira les mêmes effets, c'est-à-dire décomplexera cette partie de la droite qui est tentée de tomber du côté du Front National. Vous avez l'air d'être d'accord pour dire que Jean-François Copé serait l'opposant, pas préféré, entre guillemets, c'est pas le mot, mais disons le plus virulent pour le gouvernement et choisi, entre guillemets. Et on se souvient quand même de sa phrase, je l'ai évoquée tout à l'heure hier à l'Assemblée nationale, celle de Jean-François Copé, qui en interpellant le Premier ministre, il a dit que François Hollande avait été élu sur un malentendu. Donc il refait un petit peu ce procès en illégitimité qui a été fait à la gauche depuis très longtemps, depuis François Mitterrand. C'est là-dessus qu'il a gagné. S'il a gagné, les militants UMP depuis 6 mois n'ont pas digéré l'élection de Hollande. C'est ça que les militants voulaient, c'est cette opposition belliqueuse. Il y a un côté revanchard des militants UMP. Quand on a suivi la campagne de Copé, moi j'ai fait un certain nombre de meetings en tant que journaliste pour le suivre sur le terrain. Il y a ce côté des militants UMP qui se disent, ils ont envie d'avoir un match après le match, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils ont perdu la présidentielle et donc ils veulent voir presque Nicolas Sarkozy revenir. Et comme Jean-François Copé a vraiment été dans les pas de Nicolas Sarkozy, ils se disent voilà, on a presque un Nicolas Sarkozy bis. Donc ça, ils sont très contents que Copé rappelle Nicolas Sarkozy. Dès que Copé cite Nicolas Sarkozy dans les meetings, il fait un carton. Et plus il cogne, plus il tape avec des thématiques à droite, plus il réussit son coup. C'est-à-dire qu'à Draguignan, moi j'étais sur place, quand il parle des pains au chocolat, ça marche. Donc plus il va sur ces thématiques-là, il y a des applaudissements, ça marche il y a très bien. Adhésion du public qui est sur place. Et il y a l'autre élément, et ça rejoint ce que vous disiez, mais c'est sur la forme. Il dit je serai présente dans les médias matin, midi et soir. C'est-à-dire, il se démarque de Fillon comme ça, et là il le montre. C'est-à-dire, Yvan Rioufol, que François Fillon, finalement, n'a pas gagné parce qu'il n'a pas sorti les drapeaux tricolores, les frontières et puis les pains au chocolat?
Oui, je pense effectivement que la ligne de crête qui séparait les deux hommes, dans le fond, c'était ce politiquement correct qui affecte encore une partie de cette droite qui n'ose pas aborder un chat, peut-être. Voilà, aborder un certain nombre de sujets, et notamment le communautarisme, l'insécurité, l'immigration, la place de l'islam dans la République. Et tous ces sujets-là sont des sujets qui sont indicibles, ou en tout cas qui ne sont dits que par périphrase ou par et Copé avait brisé ce tabou-là. Et effectivement, ce discours-là est entendu par ceux qui, jusqu'à présent, préfèrent ou s'abstenir ou aller chez Marine Le Pen. Mais mon analyse est de dire que les entendants portés par un grand parti républicain, ils reviendraient vers ce grand parti républicain. Et il y a aussi ça marche en 2007, pas en 2012. Et il est vrai qu'il ça aurait pu marcher en 2012. Ça aurait pu marcher en 2012. Simplement, oui, mais bon, cette stratégie, on va pas refaire, mais cette stratégie a été disposée trop tard de mon point de vue. Mais encore une fois, n'oublions pas aussi que pour répondre à la question de savoir si oui ou non Hollande a été élu sur un malentendu, Hollande, malgré tout, homme de gauche, a été élu par une société qui est majoritairement à droite. Donc il y a eu quand même une sorte de malentendu. Il y a un grand paradoxe. Est-ce que vous savez, en 1989, dans Paris Match, François Mitterrand disait déjà cela. C'est sa phrase. On s'était déshabitué de ce type de situation, c'est-à-dire l'alternance, au point que ceux qui gouvernaient, c'est-à-dire la droite, s'y croyaient appelés par je ne sais quel décret divin. C'est un petit peu la même situation, c'est toujours ce même procès en légitimité. Non, là, c'est pas divin, c'est que les militants ont le sentiment que les Français ont été trompés. Les militants UMP, moi je suis allé comme vous un petit peu rencontrer ces foules, ils pensent que l'élection a été volée. Voilà. Ils pensent que les médias ont sali Sarkozy, ont intoxiqué les Français, ont manipulé l'opinion, qu'il y a eu une espèce d'illusion collective, d'aveuglement collectif fabriqué par les médias, les bobos, les Parisiens, vous, nous, les journalistes, je sais pas qui, et qu'on a trompé le peuple. Voilà, c'est ça, la musique de fond qu'on entendait dans ces réunions de l'UMP, c'est ça. Et là où Copé a été très habile, c'est qu'il a quadrillé le terrain, il a fait vraiment un travail de fourmi pendant des mois où il a été dans toutes les régions, dans toutes les circonscriptions pour aller voir tous les militants, là où Fillon a été plus bluffé par la petite musique des sondages, tout en disant qu'il ne croyait pas aux sondages, en se disant voilà, qu'il y avait quand même des militants qui ne pouvaient pas être différents des sympathisants. La vérité, c'est que Fillon s'est trompé de campagne. Fillon a fait une campagne présidentielle. Et Copé a fait une campagne de chef de parti, c'est-à-dire très proche du terrain, très proche des gens, très terre à terre. Et c'est naturellement cette campagne-là qui a été payante. Et de la même manière que, me semble-t-il, Fillon est en train de se tromper à nouveau dans cette stratégie de rupture et de règlement de compte, me semble-t-il. Et c'est là où on voit aussi les deux différences aujourd'hui depuis le psychodrame de dimanche. C'est la bataille de la communication et Copé est très habile pour à chaque fois arriver le premier et dimanche soir annoncer les résultats en premier. Et là, il met Fillon dans une position de défense. Fillon, en effet, non seulement il s'est trompé de campagne, mais il a changé de campagne. Il a commencé, en effet, à la carte du rassemblement, etc., comme s'il était déjà dans la présidentielle, et ensuite il s'est appliqué à se droitiser, mais du coup, ce droitisant, il donnait des points à son rival, puisqu'il allait sur les positions de Copé. Alors, je vous remercie, merci beaucoup. On va maintenant évoquer l'aspect juridique, parce que pour le moment, apparemment, la solution, s'il n'y a pas de médiation, ce serait donc la solution judiciaire. On va en parler dans un instant avec un nouvel invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a beaucoup parlé de la COCOE. Alors, si le président de la COCOE, la Commission électorale interne, a reconnu l'oubli, semble-t-il, de 3 départements d'outre-mer, il estime que l'affaire ne le regarde plus désormais, que les résultats ont été proclamés. La COCOE n'a-t-elle donc plus son mot à dire? On voit tout cela avec Monir Soussi. La COCOE ne peut plus revenir sur les résultats. Cette phrase du président de la commission de contrôle sonne comme une fin de non-recevoir pour le camp Fillon. Après 48 heures de décompte, Patrice Gélard se dit dessaisi du dossier. Pourtant, selon l'ancien Premier ministre, le sénateur, président de la COCOE, admet l'oubli de 3 fédérations d'outre-mer dans le décompte final. Il reste maintenant 2 options aux fillonistes pour contester l'élection de Jean-François Copé, soit saisir la commission des recours interne à l'UMP présidée par un proche de l'actuel président du parti, ou dernier recours, faire appel à la justice. Un scénario écarté par François Fillon qui refuse que ce bras de fer s'étale dans les tribunaux. Jean-François Copé est prêt à faire face à la commission de recours, mais il avertit qu'il sera très attentif aux résultats à Nice. Fief de Christian Estrosi, soutien du candidat battu. Nice, la ville où les premiers soupçons d'irrégularité avaient été dénoncés par l'équipe de l'actuel président de l'UMP.
Et avec nous sur le plateau du 22h, maître Jérôme Grandénon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là ce soir. Vous êtes avocat spécialiste du droit électoral. Vous allez nous aider à y voir un plus clair dans cet imbroglio à l'UMP. Alors, la COCOE a proclamé les résultats et ne peut plus donc revenir dessus, apparemment. Les proches de Jean-François Copé ne cessent de se référer au statut de l'UMP. Alors, que disent ces statuts ? Alors, il faut déjà bien comprendre qu'un parti politique, c'est un organisme un peu hybride. Parce qu'à la fois, ça a un côté public, parce que c'est reconnu par la Constitution, on reconnaît leur existence et leur liberté, et la Constitution les protège, mais en même temps, ce sont toutes bêtement des associations de loi 1901, comme un club de bridge ou une association d'anciens du lycée Vincent Tailly. Alors, quel droit s'applique? Est-ce que c'est le comme c'est une association de droit privé, ou des c'est associations du droit privé, puisque une association, c'est un contrat entre personnes privées. Et un contrat d'adhésion, c'est-à-dire quiconque adhère à l'UMP aujourd'hui, en adhérant et en versant sa cotisation, accepte les règles du jeu, qui sont les règles du parti. Ils sont les règles de l'association. Donc la seule loi en droit français, droit des associations, c'est la seule loi qui régit une association, ce sont les statuts de l'association. Il n'y a pas de loi externe. Et donc effectivement, il faut se référer aux statuts. En l'occurrence, effectivement, les statuts sont peut-être un peu cursifs, mais au moins, il y a toujours eu dans ces partis politiques la possibilité une commission de recours. Donc il y a un organisme paritaire qui a fait le comptage. Alors aujourd'hui, on s'interroge s'ils l'ont convenablement fait, mais qui a fait le comptage et qui à un moment donné a arrêté un résultat, avec encore une fois le consentement des observateurs des deux camps, puisque c'est un organisme paritaire. Et à partir de là, au nom des statuts, le recours possible en interne, c'est la commission des recours. D'accord, on a bien compris. On jette un regard sur le dessin d'Hervé. Oui, c'est les chiffres. Il est enfermé pendant quelques heures. C'est le président de la COCOE, les chiffres et les lettres. Maître, mais est-ce que c'est une première? On n'a pas arrêté de le dire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a déjà vu un parti, un aussi grand parti aussi, saisir, peut-être, c'est encore au conditionnel, de saisir la justice pour trancher? Non, certainement pas sous la Ve République et à mon avis, pas dans l'histoire française. Yvan Rioufol, effectivement, je n'en avais pas connaissance d'un précédent de ce genre. Il faut savoir que juridiquement, c'est évidemment possible. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'association, c'est un contrat d'adhésion, mais c'est un contrat entre particuliers. Le juge du contrat des particuliers, c'est le juge civil. Donc en fait, le tribunal de grande instance. Donc effectivement, quand il y a un conflit sur ce contrat, ou sur l'application de ce contrat, et les statuts, c'est l'application du contrat, on va voir le juge civil. Donc la vraie question, juridiquement, effectivement, M. Fillon, en tant qu'adhérent, et dans son droit, et peut aller voir le juge. La vraie question aujourd'hui, c'est justement sur ce caractère hybride de ces partis. Dans quelle mesure est-ce que là, il faut voir la face publique et constitutionnelle du parti? Dans quelle mesure, et ça, vous l'aviez dit tout à l'heure, dans quelle mesure est-ce que un parti politique qui participe à la démocratie peut accepter qu'un autre pouvoir constitutionnel, le pouvoir judiciaire, puisse nommer à sa place le président. Ça serait une grande première. Je fais une parenthèse. Ça peut être aussi un vrai problème politique dans ce cas-là, Yvan Rioufol. Oui, bien sûr, ce serait une atteinte, dans le fond, à une sorte de séparation à la séparation des pouvoirs. Effectivement, si nous avions un président, imaginons un président de l'UMP désigné par une décision de justice, cela ne rimerait plus à rien. C'est pour ça que cette démarche me semble vraiment absurde et motivée par une sorte de volonté de nuisance, me semble-t-il, qui ne me paraît pas compatible avec, encore une fois, l'envergure d'homme d'État que va se donner François Fillon sur ce... Très modestement juriste, maître, il me semble que s'il voulait aller devant les tribunaux, saisir les juges, il pourrait difficilement faire l'économie d'un passage par le pénal. Parce que pour que le juge puisse examiner la validité de la requête et éventuellement des fraudes, il faut... Alors les fraudes sont pas forcément... Les fraudes ne sont pénalement condamnées qu'en matière électorale, en vrai électoral, on est dit politiquement. Là, en l'occurrence, c'est juste, encore une fois, nous sommes dans une règle du jeu entre personnes privées. C'est le juge civil qui règle ces conflits-là. Je ne vois pas du tout ce que le pénal viendrait faire dans l'histoire, à part partir sur des hypothèses de faux en écriture privée,
nous sommes toujours dans le privé, si des procès-verbaux de bureaux de vote avaient été falsifiés. Mais c'est même pas du fond d'écriture Là, on irait publique. très loin, parce que là, oui, on va mais parler encore de une fois, sanctions, ça devient encore une fois, vraiment, là, il n'a pas besoin de passer par le pénal, Dieu merci. Mais il peut effectivement juridiquement passer par le aller voir le tribunal de grande instance. Qui constaterait quoi? Donc la non-application des non-respect des statuts. Alors il y a deux questions. Un, est-ce qu'il peut aller voir le juge sans passer par la case commission des recours? Ça n'est pas complètement sûr là-dessus, et ce serait que le juge qui pourrait le dire. Vous aviez obligé d'épuiser les voies de recours en interne avant de partir devant le juge. Donc il y a déjà ça, alors qu'il ne veut visiblement pas passer devant cette commission des recours. Il l'a répété ce soir, il ne fait pas confiance à cette commission. Il ne la sent pas. Tout à fait. Et ensuite, alors, que va dire le juge? Que peut dire le juge? Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il peut dire? Eh bien ça, c'est très compliqué. D'abord, le juge électoral classique... classique... Comme tout est compliqué ce soir, c'est pas grave. Le juge électoral classique, c'est évidemment le tribunal administratif et puis le Conseil d'État. Donc le juge administratif. Or là, nous allons devant le juge judiciaire qui a plus l'habitude, effectivement, de conflits d'associations purement privées. Encore une fois, la référence au club de bridge, c'est un peu ça. Ça veut dire que là, on a à avoir un juge qui n'a sans doute pas le métier ni la distance de juger les éventuels errements d'une élection qui est quand même politique. C'est une première pour le juge aussi. Complètement. Complètement. Donc je souhaite bonne chance au juge. Qu'est-ce qu'il peut demander? Peut-être qu'il peut demander la recomptage, mais je ne suis pas sûr que les bulletins existent encore. C'est incroyable, c'est très intéressant cet aspect-là qu'on découvre. Il peut peut-être demander qu'on repasse les procès-verbaux en revue. Il peut éventuellement considérer que les trois, si on ne les a pas mis, qu'on les mette dedans, mais dans ces cas-là, ça ouvrira la porte éventuellement à l'autre partie pour de nouveau invoquer toutes les contestations qu'on a vues dans la presse, notamment sur les Alpes-Maritimes. Donc on rouvre une énorme boîte de Pandore. Le juge, de toute façon, ne pourrait pas proclamer le vainqueur de l'élection. Non, il pourrait annuler l'élection. Il pourrait l'annuler éventuellement, oui, mais sûrement pas proclamer le vainqueur. Non, à mon avis, au droit des associations, ça ne s'est jamais passé. Non, il y aurait... Je crois que le juge qui sera saisi va préférer retourner au club de bridge. Ce que pourrait demander, si on passe vraiment au bout de la logique absurde, celui qui irait chercher le juge pourrait éventuellement lui demander de nommer un administrateur provisoire à l'association. Alain Juppé, tiens. Mais désigné par un juge. Une dernière question justement sur cette présidence intérimaire. Est-ce qu'elle n'est pas inscrite dans les statuts apparemment? Non, juridiquement, il n'y a strictement rien prévu. On est à la frontière entre le pur juridique et le politique, bien évidemment. Et comme tout est abracadabrantesque ce soir, donc tout est possible. Voilà, il y a une structure juridique, mais qui est l'association, mais il y a derrière des enjeux politiques qui sont beaucoup plus importants. Merci maître, en tous les cas. Vous nous avez appris. Plutôt que de demander à un spécialiste du droit soviétique, plutôt qu'un spécialiste du droit soviétique, ils auraient dû s'adresser à notre ami. Je vous remercie maître. Merci beaucoup Hervé Baudry pour vos dessins, ça nous fait toujours du bien. Merci Yvan Rioufol, merci beaucoup Claude Vaillet d'avoir été nos invités. On va également parler du reste de l'actualité, qui est très riche également. On clôt donc cette page spéciale et nous allons parler des maires de France qui s'inquiètent pour leurs finances, la volonté du chef de l'État de s'attaquer au maquis des normes. Il y en a quelques 400 000 qui alourdissent la facture, ne lèvent pas les craintes des élus, vous allez le voir. À l'heure du serrage de vis budgétaire, beaucoup n'arrivent plus à faire face. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. C'était il y a quelques semaines, le maire de Sevran plantait sa tente devant l'Assemblée nationale et cessait de s'alimenter afin d'obtenir de meilleurs moyens financiers pour sa commune. Une action extrême qui a mis en lumière les inégalités entre les collectivités et les difficultés auxquelles font face certains maires. Réunis à Paris cette semaine, ils sont nombreux à se dire au bout de leur capacité. Nous avons d'énormes difficultés financières, si bien que les investissements, on ne peut pas les faire parce que l'endettement va peser sur un nombre de foyers relativement réduit et ce serait énorme, quoi. Donc on ne peut pas faire grand-chose dans les petites communes. Dans ces communes, on s'inquiète donc de l'effort de rigueur demandé par le gouvernement aux collectivités territoriales. Les dotations de l'État diminueront d'1,8 milliard d'euros l'an prochain pour participer au redressement des comptes publics. Les maires savent qu'ils sont aussi condamnés comme l'État à maîtriser la dépense publique. Par contre, ce que nous disons à l'État, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une baisse de nos dotations et puis une augmentation de nos charges. Il y a un effet ciseau qui va être infernal. Il y a des communes pour qui l'effort qu'on demandera sera totalement anodin, on s'en apercevra même pas à la limite, et des communes qui sont les communes dites pauvres, qui ont déjà sollicité beaucoup les emprunts et les choses comme ça, se disent
on a atteint l'os, si vous me permettez cette expression. François Hollande a confirmé hier cet effort demandé aux collectivités, mais il lâche du lest sur certains points de friction, comme la réforme des rythmes scolaires. Les communes qui n'auront pas les moyens de l'appliquer cette année pourront attendre la rentrée suivante. Et un fonds spécifique de 250 millions d'euros sera mis en place pour accompagner les communes les plus en difficulté. Et à présent, la suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Mounir Soussi. Sous l'égide de l'Égypte, Israël et le Hamas ont décidé un cessez-le-feu. Après 8 jours d'affrontements, la trêve signée par les deux parties est entrée en vigueur à 20h. Le blocus sur Gaza est maintenu. Une avancée inespérée après l'attentat de ce matin dans un bus de Tel Aviv où une bombe a explosé faisant 17 blessés. Le cessez-le-feu reste fragile. Ce soir, 2 roquettes ont été tirées depuis le Liban en direction d'Israël. Un ressortissant français enlevé au Mali. L'homme de 61 ans circulait en voiture en provenance de la Mauritanie voisine. Il a été capturé par au moins 6 ravisseurs armés. C'est le 7e otage français détenu au Sahel. J'ai déjà averti tous ceux qui pourraient se retrouver dans la région de prendre toutes les précautions nécessaires, puisque précisément, il y a une intervention militaire qui se prépare. Une intervention est en préparation pour chasser les groupes djihadistes installés au Nord Mali. Selon l'ONU, elle n'aura pas lieu avant l'été 2013. Ariane 5 aura une grande sœur. La France, l'Allemagne et l'Italie ont trouvé un terrain d'entente et qui assure l'avenir de la fusée européenne. Le lancement d'Ariane 6 est programmé pour 2021 avec un budget de 4 milliards d'euros. La nouvelle version pourra emporter 12 tonnes d'équipement au lieu de 10 actuellement. Les créanciers de la Grèce se séparent sans accord. FMI, BCE et Eurogroupe n'ont pas trouvé de compromis pour l'octroi d'une nouvelle tranche d'aide financière à la Grèce. Au bout de 12 heures de négociations, ils se sont donné rendez-vous lundi prochain. Athènes doit dans un premier temps ramener son taux d'endettement à 120% de son PIB. Le pays a besoin de 31 milliards d'euros pour payer la prochaine échéance de sa dette qui tombe mi-décembre. Dans le dessin du jour, Mouget revient sur la hausse des prix des timbres prévus en 2013. Une annonce qui ne touche visiblement pas la première dame, convertie depuis longtemps aux nouvelles technologies. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain et avec plaisir, comme d'habitude.